Bonjour tout le monde et bon début d'après-midi. J'espère que vous allez bien pour ce deuxième webinaire en 2 jours que nous organisons dans la foulée de la préparation d'un événement de maillage qui va réunir des candidats et des organisations qui soit recherchent un conseil d'administration ou recherchent un candidat pour siéger à leur conseil. Donc aujourd'hui, nous allons discuter avec ma collègue Sonia Malek, qui est agente de développement, responsable de la banque de candidature diversité à Concertation Montréal. On va discuter des moyens de se préparer lorsqu'on est à la recherche d'un mandat au sein d'un conseil d'administration. Comment on peut procéder pour organiser sa recherche, quelles sont les questions à poser, les vérifications à faire afin de s'assurer que l'expérience soit positive à la fois pour des candidats et pour les organisations, parce qu'on le sait, s'engager dans un conseil, c'est sérieux, c'est un mandat qui dure 2 ans, on l'espère plus, donc il faut se poser les questions à temps parce qu'une fois qu'on a déjà accepté, bien, il est un peu tard peut-être pour faire ses devoirs et réaliser peut-être que ça ne se passe pas tout à fait comme on l'avait prévu. Donc, Sonia va partager avec nous sa présentation et moi, je ne suis pas bien loin. Je serai avec vous tout à l'heure lors de la période de questions pour apporter quelques précisions là, pour vous éclairer davantage et mieux vous outiller là, en vue d'intégrer, on l'espère, prochainement un conseil d'administration. Donc, je vous souhaite un bon webinaire et je vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, Philippe. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont là, malgré le beau soleil qu'on a dehors. Et en effet, donc, je pense que certains ou certaines d'entre vous me connaissent peut-être. J'accompagne des candidats et des candidates, notamment issus de la banque de candidature de la diversité montréalaise, qui souhaitent s'impliquer sur des conseils d'administration. Je suis en relation avec de nombreux organismes et au fil des discussions que j'ai pu avoir avec certains et certaines d'entre vous, on a identifié un besoin de vous accompagner et vous donner des informations pour justement que vous puissiez faire vos démarches et prendre vos décisions de manière éclairée. Donc, avant de commencer ce webinaire… Ah, pardon, ça ne fonctionne pas bien. Ah, c'est beau. Donc, avant de commencer le webinaire, tout d'abord, je tenais à remercier sincèrement Lisanne Dosti. Donc, Lisanne Dosti, c'est une avocate médiatrice, administratrice de sociétés certifiées. Elle est aussi administrateur agréé et présidente d'ISA Légal. ISA Légal, c'est un cabinet spécialisé en gouvernance et en formation. Et Lisanne nous offre gracieusement une partie de ses contenus afin qu'on puisse justement vous outiller et rendre possible ce webinaire. La présentation d'aujourd'hui s'inspire en partie de la fiche éducative vérification diligente qu'on a créée en collaboration avec Lisanne. Et vous allez avoir la chance de recevoir cette fiche pratique qui va vous être envoyée à la suite de ce webinaire pour vous aider justement dans vos démarches. Il faut savoir que Lisanne a édité 2 tomes Démystifier la gouvernance, qui sont la Bible de tout administrateur ou administratrice en devenir. C'est vraiment du contenu éducatif pédagogique. On suit les aventures de Béatrice, qu'on voit ici en illustration, qui est une jeune administratrice de la relève et qui explique pas à pas qu'est-ce que c'est qu'un conseil d'administration, les défis auxquels elle fait face et aussi toutes les choses à savoir en gouvernance. Donc, vous allez avoir ces ressources-là. Avant de commencer le webinaire, on va passer en revue les points que nous allons aborder. Tout d'abord, les questions qu'il faut se poser avant d'intégrer un conseil d'administration. Comment faire votre vérification diligente? Préparer votre lettre de motivation, préparer votre entrevue. Et aussi, on va faire un petit rappel du rôle du conseil d'administration et de ses responsabilités. Et on va revenir sur les qualités d'un bon administrateur ou d'une bonne administratrice. Et on va se laisser un peu de temps à la fin pour répondre aux questions et réponses. Donc, en fait, tout au long de la présentation, je vous inviterai, si vous avez des commentaires ou des questions qui vous viennent en tête, à les poser plutôt dans l'onglet Q&A et non dans le chat. Et on prendra le temps à la fin d'y répondre. Si on a beaucoup de questions, on devra
faire des choix et adresser les questions qui sont les plus générales. Si vous avez des questions plus précises, vous pourrez toujours me contacter par courriel à la suite du webinaire. Je me ferai un plaisir de faire un suivi avec vous. Alors, avant de commencer dans le vif, avec le sujet, rentrer dans le vif du sujet, pardon, on voulait rendre le webinaire un peu plus interactif et aussi vous sonder, savoir un petit peu où vous êtes rendu. Donc, on va commencer, Philippe, avec le premier sondage, s'il te plaît, pour en savoir plus sur vos motivations. Donc, si vous pouvez prendre une petite minute pour répondre à cette question, s'il vous plaît. Je pense que là, on a un aperçu. Donc, évidemment, en première position, on a la mission de l'organisation. Ensuite, l'expérience que vous apportera la participation au CA. Puis, en dernière position, la composition du conseil et les gens qui vont siéger avec moi. Donc, très intéressant. Puis, la notoriété de l'organisation n'a pas de vote. Donc, c'est intéressant de le savoir, en tout cas pour les personnes aujourd'hui présentes. Je vais passer. Hop, merci à vous. Donc, on va démarrer d'abord justement par, petit problème de slide, hop, par les questions à vous poser avant d'intégrer un CA. Donc, en effet, avant de se lancer dans cette aventure, comme disait Philippe, qui dure 2 ans et que vous pouvez renouveler, il faut faire un petit peu d'introspection avant de vous lancer, vous poser des questions pour vous aider dans ce projet. Donc déjà, tout d'abord, vous l'avez dit, la mission, c'est important. Donc oui, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous motive? Quelles sont les causes auxquelles vous vous identifiez et pourquoi? Analysez aussi les organisations, puis les missions qui vous parlent, qui vous donnent le goût de faire une différence. Donc, c'est aussi important d'être proactif, de ne pas attendre l'appel à candidature parfait qui va matcher vos intérêts, et puis aussi vos motivations, mais de regarder si dans le paysage des OBNL ou des organisations, quelles seraient celles qui vous intéresseraient, qui vous ont déjà interpellé. Puis il est très possible que vous n'en connaissiez pas, que vous alliez aussi en découvrir. Notamment, je vous inviterai, pour ceux qui vont participer à l'événement Trouve ton CA, de faire cette petite recherche, parce que je pense que vous allez avoir l'opportunité aussi de faire des rencontres et des découvertes. Ensuite, c'est important de se renseigner, évidemment, sur les personnes qui siègent au sein du conseil d'administration. Ça apparaissait dans le sondage pour un certain nombre. C'était déjà un point qu'ils considéraient. Donc, regardez les noms. Souvent, ils sont notés sur le site internet. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller faire votre petite recherche sur le site du registraire des sociétés du Québec. Vous faites une recherche par nom et vous allez trouver la date de création de l'organisme, la personne qui est à la direction générale, les membres du CA. Puis, ça va vous permettre aussi après d'aller faire votre petite recherche sur LinkedIn et de regarder un petit peu les profils, les expériences de chacun et de vous faire une meilleure idée. Aussi, est-ce que vous souhaitez intégrer le CA d'une petite ou d'une moyenne organisation? Est-ce que ça a une importance pour vous? Est-ce que vous souhaitez plutôt être impliqué dans une organisation qui va plutôt avoir un rayonnement local, régional, provincial ou national? Est-ce que c'est une organisation qui va plutôt être neutre ou revendicatrice dans ses actions et ses positions? Donc, à ce moment-là, elle sera assez présente dans l'actualité. Donc, c'est aussi à considérer. Ensuite, d'autres questions à se poser, c'est est-ce que votre emploi actuel vous permet de siéger sur un conseil d'administration? Il se peut que pour certains employeurs, il y ait des clauses, donc c'est important de regarder ça et auquel cas, d'en parler avec son employeur avant de s'impliquer ou d'accepter un mandat. Aussi, combien de temps vous souhaitez consacrer à cette nouvelle implication? Donc, et comment vous allez souhaiter vous impliquer? Donc, posez-vous la question en termes d'heures, en termes
d'action? Est-ce que c'est au niveau stratégique, plutôt au niveau opérationnel que vous allez, vouloir vous impliquer? Et aussi, comment, vous allez pouvoir contribuer à cette cause qui vous tient à cœur? Est-ce que siéger sur le CA, c'est la meilleure façon pour vous de vous engager? Donc, c'est important de se poser la question, auquel cas, des fois, il peut être mieux de s'engager ponctuellement, en bénévolat pour un organisme et plutôt aller s'impliquer sur un CA d'un autre organisme pour vraiment, pouvoir mettre à contribution le maximum de ses expertises et aussi de ce qu'on a envie d'apporter. Donc, hum, hop, je suis désolée, j'ai toujours un petit temps de latence, mon clavier s'éteint à chaque fois. Hem, donc ensuite, d'autres questions, c'est pas terminé, il faut vraiment faire ce travail, avec une certaine importance parce que, ça va vraiment vous guider dans la suite, des étapes. Donc posez-vous la question de vos expertises, votre expérience, les habiletés que vous avez, qui vont vous permettre vraiment de rejoindre le CA que vous avez identifié. Qu'est-ce qui vous distingue des autres membres actuels? Donc, c'est ce que je disais, c'est important de mener votre enquête, notamment à travers LinkedIn. Vous avez, une foule d'informations qui va vous donner un petit peu, le profil des différents membres et voir comment vous allez pouvoir complémenter cela et voir justement si c'est intéressant pour vous aussi. Hem, Ensuite, on voulait faire un autre petit sondage avec vous, pour voir, Philippe, est-ce que tu m'entends? Pardon. Hop. Ah bah, super. Oui, pour voir justement, si, de votre côté, c'est quelque chose que vous faites, de vous informer au sujet de l'organisation avant de vous lancer dans une candidature. Est-ce que, vous passez du temps sur cette partie? Bon, bah, je vois qu'on a des bons et des bonnes élèves dans la salle. Donc, 72 tout à fait et 28 un petit peu. Une petite recherche rapide. Mais on va prendre le temps justement de passer en revue les points d'une bonne vérification diligente, pour, justement vous donner un maximum d'informations pour prendre une décision éclairée. Donc, il faut faire vos devoirs. C'est comme un emploi. Quand on cherche un job, ben, on va se renseigner sur l'entreprise, on va se renseigner sur les personnes, avec qui on va travailler dans l'équipe, qui va être au-dessus de nous et cetera. Là, c'est pareil, surtout qu'on est bénévole, comme disait Philippe, donc c'est d'autant plus important de savoir où on va mettre les pieds. Donc, tout simplement, qui assure la direction de l'organisme? C'est important de le savoir. Depuis combien de temps? Quelles sont les principales parties prenantes de l'organisme? Et puis aussi, comment fonctionne le financement? Est-ce que c'est des financements publics? Est-ce que c'est des dons? Donc, ça va aussi vous aiguiller pour la suite. Qui détient, le pouvoir de recommandation pour combler un poste au CA? Si vous arrivez à avoir l'information. Est-ce que c'est un processus de cooptation ou est-ce que vous allez devoir passer par le vote, des membres? Donc auquel cas, beh, vous allez devoir devenir membre avant, d'initier le processus ou en tout cas avant, de vous présenter à l'élection, lors de l'assemblée générale. Donc c'est des choses, à vérifier. Ensuite, il faut évidemment, d'après les informations que vous allez trouver, moi je vous invite à regarder un document qu'on retrouve assez souvent, sur les sites des organisations, c'est le rapport annuel. Dans le rapport annuel, en général, il y a vraiment beaucoup d'informations utiles, puis ça va vous donner une idée, hein, peut-être de la vision, du plan stratégique, en tout cas des piliers sur lesquels ils interviennent et les défis peut-être auxquels ils font face. Et donc ça va peut-être vous donner une idée de comment peut intervenir le CA au niveau stratégique ou plutôt au niveau technique et opérationnel. Il y a des CA qui vont plutôt, s'axer, au niveau opérationnel, donc c'est-à-dire chercher des personnes qui vont faire de la récolte de fonds, qui vont avoir des gros carnets de contacts ou qui vont faire, du développement de partenariats ou carrément, qui vont coordonner, orchestrer des événements.
et d'autres où ça va être beaucoup plus stratégique. Donc voilà. Ensuite, est-ce que vous pensez pouvoir apporter une valeur ajoutée à l'organisation? Donc là, ça revient à ce que je viens de dire. Est-ce que vous voyez plutôt au niveau, technique opérationnel? Je donne un exemple. Vous êtes un professionnel en finance ou en comptabilité, heu, potentiellement, si vous appliquez sur un poste, OCA, un siège de trésorier, et vous allez plutôt apporter, un apport, très technique et opérationnel. Ça n'empêchera pas que vous allez aussi apporter une vision stratégique, mais il va y avoir toute une partie opérationnelle que vous allez devoir prendre en charge en acceptant, un poste, de trésorier. Il est intéressant aussi de vérifier si l'organisation, elle a fait l'objet de poursuites. Donc, ça, tout simplement, c'est faire une recherche, en fait, dans Google Actualités. Vous allez voir un peu tous les articles de presse qui citent, l'organisation dans les dernières années. Donc, ça va vous donner aussi une idée un peu de l'historique, de ce qu'il a pu se passer les dernières années. Puis ça va aussi vous donner un petit peu de jus pour, potentiellement une entrevue et une lettre de motivation pour justement pouvoir, les préparer. Donc justement, la lettre de motivation, c'est l'étape suivante. Une fois qu'on a fait sa vérification diligente, beh, c'est sûr qu'il faut commencer à écrire sa lettre de motivation. Il y a plein d'informations que vous allez avoir retirées de votre vérification diligente qui va vous permettre justement de structurer votre lettre de motivation. Donc, pourquoi vous voulez siéger au sein du CA? Ça, c'est la première chose. Donc, l'expliquer puis l'argumenter. Parler évidemment de votre, cheminement de carrière, de vos champs d'expertise. Donc, c'est sûr que il faut savoir vous vendre. Comment vous pensez ajouter de la valeur ajoutée, sur le conseil d'administration? Donc déjà avoir une petite idée, même si vous n'avez pas toutes les informations, parce que vous n'avez pas eu encore peut-être l'occasion d'échanger. Un point relatif à ça, moi j'invite beaucoup les candidats et les candidates à poser des questions aux organisations avant même d'envoyer leur CV et leur lettre de motivation. On sait que faire une lettre de motivation, mettre à jour son CV, ça prend du temps, faire sa vérification diligente aussi. Donc, si vous avez des choses que vous avez envie de clarifier par rapport à vos recherches que vous avez fait, vous pouvez tout à fait envoyer un courriel à la personne contact qui est identifiée dans l'appel à candidature, ou au contraire, s'il n'y a pas d'appel à candidature et que vous faites une démarche plutôt proactive, bah, d'aller chercher le contact, de la direction générale ou carrément du président du CA, en fonction évidemment, voilà, de comment vous voulez approcher la chose, d'avoir un petit peu des billes pour justement vous valider un petit peu votre intérêt pour passer à l'étape de la lettre de motivation. Hem, Aussi, bien sûr, si vous avez de l'expérience dans le domaine d'intervention, donc vous appliquez dans le communautaire ou dans la santé, dans le secteur de la santé, vous avez déjà un peu d'expérience, il faut évidemment le mentionner. Si vous avez aussi des expériences d'implication bénévole, c'est important, de démontrer que vous êtes aussi, déjà vous êtes déjà impliqué, dans la communauté, puis que ça vous tient à cœur, déjà, de vous engager. Donc c'est aussi la suite logique, après de s'impliquer, en gouvernance à un niveau un peu plus, stratégique. Voilà, donc pour ça, c'est pour la lettre de motivation. Ensuite, évidemment, une fois qu'on a fait sa lettre de motivation, il faut préparer son entrevue si on est convoqué, si notre, candidature est retenue dans la première étape. Donc, moi, j'aime bien de me dire aux candidats déjà, essayez d'anticiper les questions qu'on pourrait vous poser, pour bien vous préparer. Donc c'est sûr qu'on pourrait éventuellement vous poser la question si vous siégez déjà sur un CA, enfin au sein d'un CA, pardon. Et puis si c'est le cas, que diraient vos collègues de vous? Et puis si c'est pas le cas, si vous n'avez pas d'expérience en gouvernance, vous pourrez très bien vous demander, dans le cadre de vos fonctions professionnelles, que disent vos collègues de vous? Comment on vous perçoit? Aussi, combien de temps, vous souhaitez évidemment consacrer, à l'organisation? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a vu auparavant. Donc posez-vous la question, parce que, s'impliquer, s'engager sur un CA, c'est pas seulement, participer, aux 6 ou 8 ou 10 réunions annuelles.
c'est aussi du temps de préparation, d'analyse. Pour certains, il y a aussi des projets à livrer, plus opérationnels ou de la récolte de fonds à faire. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Puis c'est aussi un engagement, qui n'est pas ponctuel, c'est en continu. Donc et puis c'est des mandats en général de 2 ans. Donc voilà, il faut avoir ces paramètres en tête. Aussi, souvent, en gouvernance, au niveau des conseils d'administration, il y a souvent des comités pour, justement, compléter le CA, sur des différentes, problématiques ou thématiques. Donc il peut y avoir des comités d'audit, des comités, qui vont être plus, finance évidemment, d'autres qui vont être reliés à la gouvernance, aux problématiques de gouvernance. Donc posez-vous la question. Si vous n'avez pas l'information, bah, ce sera la question à poser en entrevue. Mais est-ce que vous, ça vous intéresserait d'aller un cran au-dessus et de vous impliquer sur un comité, sachant que pour certains organismes, c'est une condition pour devenir administrateur ou administratrice. On demande en plus de pouvoir s'impliquer ou contribuer à un des comités. On va aussi sans doute vous poser une question par rapport à votre style de leadership. Donc, c'est important de vous poser cette question et de faire de l'introspection. La meilleure façon aussi de se percevoir, c'est de poser la question aux personnes avec qui vous interagissez, donc vos collègues et collaborateurs proches, de vraiment faire cet exercice de rétroaction. Parce que souvent, des fois, c'est difficile. On a une idée un petit peu de comment on fonctionne, mais quand les personnes nous donnent du feedback, c'est encore plus simple, je trouve. Aussi, l'entrevue, c'est vraiment une opportunité pour poser vos questions aussi, pour valider votre intérêt. Il faut pas, c'est pas du tout un mécanisme unidirectionnel où le candidat doit évidemment répondre aux questions et se vendre. Vous êtes là aussi pour poser des questions et valider vos attentes et motivations. Donc, si en fonction des informations que vous allez avoir trouvées par rapport à la vérification diligence, vous allez peut-être avoir déjà identifié des défis, mais c'est bien de leur poser la question. Donc, quels sont les défis auxquels fait face l'organisme? Sachant qu'en contexte de pandémie, on sait que les organisations font face à des défis de taille, notamment les OBNL, qui reposaient beaucoup, pour certains ou certaines, sur la collecte de fonds. Et sur le présentiel, sur beaucoup d'événementiels. Donc, aussi demandez-leur comment ils prévoient d'y répondre à moyen long terme. Ça va vous aiguiller sur leur processus de planification stratégique. Aussi, demandez dans quel contexte ils recherchent un membre de conseil d'administration. C'est-à-dire, est-ce que c'est un remplacement, par exemple une personne qui part à la retraite, ou est-ce que c'est une personne qui quitte et qui ne renouvelle pas son mandat? Posez la question, regardez aussi sur LinkedIn le taux de roulement pour voir en effet si la personne est partie avant ces 2 ans. Ça peut vous donner en effet des pistes. Et puis, demandez à l'organisation ou aux personnes que vous allez rencontrer de leur parler des membres du conseil d'administration, mais en leurs propres mots, parce que c'est sûr que vous vous êtes peut-être fait une idée en ayant regardé les profils LinkedIn, les expériences, les niveaux de seniorité, etc. Mais c'est important aussi d'avoir du feedback des personnes qui les côtoient pour vous faire une meilleure idée. Demandez-leur aussi quelle est la dynamique de travail au sein du conseil. Donc ça, c'est important. Ça va vous donner aussi des indices par rapport à la manière dont ils gèrent la gouvernance sur ce conseil d'administration. Sonia, si tu me permets peut-être juste ajouter une petite chose. Les conseils d'administration, il y en a qui ont une programmation très semblable d'une année à l'autre puis qui voguent en eau tranquille. Il y en a où ça brasse plus, qui prennent des positions plus engagées, qui peuvent être exposés à des poursuites judiciaires.
mais ça n'est pas mauvais en soi. C'est juste important comme administrateur ou administratrice au départ d'être bien informé. On parlait de l'employeur tout à l'heure. Il y a certains de vos employeurs peut-être qui pourraient moins apprécier que vous soyez dans un CA d'une organisation où les gens vont s'enchaîner à des bâtiments en guise de protestation parce que ça ne colle pas bien avec l'image de l'organisation. Pour d'autres, il y a des gens aussi qui recherchent le défi. Quand ça brasse, peut-être ils aiment ça. Ils souhaitent jouer un rôle actif dans une organisation qui est militante, qui est engagée. Donc, en soi, ce n'est pas mauvais, disons, d'avoir ou peut-être même s'il y a un haut taux de roulement, ça peut vouloir dire peut-être que l'organisation, c'est demandant, elle demande beaucoup d'engagement de la part de ses administrateurs. Il faut creuser un peu, mais ça ne devrait pas être un frein en soi. L'idée, c'est vraiment de savoir est-ce que c'est le type d'expérience que vous souhaitez vivre. Donc, voilà. Merci Philippe. Oui, c'est vrai que c'est important de le mentionner. Ça dépend aussi tout à fait du niveau, du degré d'implication que vous allez vouloir mettre. Et puis, de faire votre vérification diligente jusqu'au bout, de ne pas vous arrêter en effet à la façade. Il peut y avoir des raisons plus complexes qui expliquent un taux de roulement en effet plus, plus élevé. Ensuite, donc pour, poursuivre sur l'entrevue, pour la préparation, donc les questions que vous pourriez poser, pour valider votre intérêt. Donc comme je disais, posez-leur la question: «Qu'est-ce qu'une saine gouvernance pour vous?» Donc c'est un petit peu en lien avec la question précédente, de vraiment, avoir des informations par rapport à comment ça se passe sur ce conseil d'administration. Hem est-ce qu'ils ont évidemment des comités? Donc, par rapport à, voilà, si vous n'avez pas eu l'information, auparavant, posez-leur la question. Puis, si oui, lesquels? Ça va peut-être vous donner envie de vous impliquer sur un. Comprendre le rôle de chacun, demander s'il y a un comité exécutif, et si oui, quel est le rôle du comité exécutif? Souvent, c'est relié à la déontologie, aux problématiques, de gouvernance ou de formation continue. Hem, Aussi, c'est important de demander leur s'ils sont en équilibre budgétaire, puis quel est l'ordre de grandeur de votre budget. Enfin, c'est sûr que ça va vous donner aussi une idée, de comment, voilà, quels sont les défis, s'ils sont, en négatif, c'est sûr qu'il va y avoir des gros défis, justement d'innovation, de trouver des solutions, assez à court terme. Donc, voilà, ça va aussi, sans doute, valider vos motivations. Et puis clarifier les attentes envers votre contribution, donc en leurs propres mots. Bien sûr, dans les appels à candidature, ils vont plus, être sur le côté, formel, le profil recherché, hem, mais quelles sont vraiment les attentes, dans les faits, pour voir justement si ça correspond un petit peu, vers quoi vous avez envie d'aller. Ensuite, il y a aussi d'autres questions, bien sûr, surtout si vous allez, approcher des fondations ou des organismes qui reposent sur, la collecte de fonds. Demandez-leur si c'est une attente, envers le futur ou la future administratrice. Par exemple, de faire de la collecte de fonds, parce que c'est une responsabilité. Comme je disais, souvent, en général, ils vont aller privilégier des candidats qui vont avoir des grands réseaux de contacts pour pouvoir mener, plus facilement, ces missions de collecte de fonds, qui vont déjà être implantés dans des réseaux, avoir des têtes de réseau et cetera. Une question importante, qu'on met peut-être, souvent de côté, c'est de leur demander s'ils ont une police d'assurance responsabilité civile pour, les dirigeants, mais aussi pour les membres du conseil d'administration. Parce qu'en cas de litige, c'est important d'être, assuré. Donc, posez-leur la question. Et puis, comment fonctionne le processus de recrutement? Donc, par rapport à l'entrevue que vous êtes en train de passer, ce serait quoi la prochaine étape pour, justement, gérer les attentes et savoir si évidemment il y a une forte concurrence? Est-ce qu'il va y avoir une élection, au sein, de la prochaine, assemblée, générale? Si c'est le cas, quelle est la date pour pouvoir, préparer votre pitch? Donc voilà. Avant de passer à la troisième partie, on voulait, lancer un autre petit sondage, pour justement savoir si vous aviez de l'expérience, en gouvernance, donc savoir un petit peu, comment est composée la salle aujourd'hui.
OK, intéressant. Donc on a une majorité qui n'a pas encore, eu l'opportunité de s'engager au sein d'un CA et puis, on a des champions et championnes qui sont déjà sur un ou plusieurs, conseils d'administration et puis, on a 20 qui ne sont pas encore, membres, mais j'imagine s'ils sont là aujourd'hui avec nous, c'est, qu'ils ont la volonté, de le faire. Donc, on trouvait, important aussi, de faire un petit récap par rapport, au rôle du conseil d'administration. Hem, donc évidemment, il y a des personnes ici qui doivent déjà le savoir, mais c'est toujours important de remettre un petit peu, les choses en perspective. Donc, le conseil d'administration, son premier rôle, c'est la supervision. Il a un rôle de surveillance et de contrôle. Donc il est vraiment, en charge de veiller à la santé de l'organisation à long terme, toujours garder une vue d'ensemble sur les activités et le travail accompli par, les équipes, le personnel, en laissant la direction générale, et le personnel, vraiment, c'est eux qui sont responsables de la mise en œuvre des programmes et du volet managérial. Donc avoir ça en tête. Aussi, il faut avoir en tête que si un organisme n'a pas d'employés, ça peut arriver pour des tout petits, organismes ou associations, ou alors ils ont seulement une ou 2 personnes à la permanence. C'est sûr que le conseil d'administration dans ces cas-là, il va souvent mettre la main à la pâte et il va avoir, une approche beaucoup plus opérationnelle et technique. En plus de faire aussi, le volet, gouvernance et stratégie. Le rôle du conseil aussi, c'est de promouvoir une culture de leadership collaboratif, d'apprentissage continu et de transparence. Donc, évidemment, on est, dans une équipe quand on arrive sur un conseil, donc c'est important de le promouvoir. Il faut aussi le CA, il offre au personnel, un appui inébranlable, mais aussi il les aide à réfléchir, à remettre en question, à explorer, à analyser les scénarios. Donc, faut toujours avoir, aussi ça en tête, quand on est, sur le CA. Ensuite, évidemment, le CA, il a la responsabilité de passer en revue les états financiers et d'approuver le budget annuel. Donc, il se doit de surveiller comment, le budget va être alloué. Il peut aussi, émettre des avis en ce sens si, il considère qu'il y a des risques, et cetera. Donc, voilà, le CA, évidemment, il approuve les politiques internes, donc ça peut être, des politiques, RH, des politiques, de gouvernance, de déontologie, d'éthique. Donc, il a la vue aussi, là-dessus et il est le garant, de la bonne, que les politiques, sont appliquées, la bonne application. Il peut, aussi, revoir la mission, la vision, les valeurs et l'approche de l'organisation en collaboration avec le personnel et la direction générale. C'est vraiment important pour s'assurer qu'elles sont toujours pertinentes et d'actualité, que les programmes que l'organisation propose sont, vraiment harmonieuses avec la mission et la vision. Donc, évidemment, s'il y a un repositionnement en termes de mission, de vision, d'approche de l'organisation, il va falloir, réviser les politiques, associées, donc et les règlements. Le CA aussi, il peut collaborer bien sûr à la réflexion et à la planification stratégique avec le personnel. Donc ça, c'est un exercice, souvent, qui est fait en collaboration pour que ce soit justement un succès. Ensuite, évidemment, quand on accepte, de s'engager au sein d'un CA, il y a des responsabilités qui viennent avec le mandat. Donc, c'est important de les avoir en tête. En général, on nous les rappelle au moment, où on est élu et où on s'engage, à rejoindre, le conseil d'administration. Donc, évidemment, il y a toujours, la responsabilité de la confidentialité. Donc, vous êtes vraiment tenu, de garder, confidentiels les renseignements auxquels vous allez avoir accès dans le cadre de vos fonctions, mais aussi dans le cadre de toutes les rencontres, les délibérations du CA, des comités et cetera. On peut éventuellement vous faire signer une entente de confidentialité
Cependant, sachez que si ce n'est pas le cas, c'est implicite. Philippe, tu voulais Oui, ajouter quelque effectivement. chose? Juste savoir que l'entente de confidentialité ne prend pas fin lorsque vous quittez le conseil d'administration, mais ça demeure toujours en vigueur, donc ça vous accompagne partout. Rappelez peut-être dans le contexte actuel où on est souvent en conseil d'administration virtuel à la maison, on peut partager des pièces avec d'autres membres de la famille, mais la confidentialité, ça veut dire aussi que les sujets qui sont discutés en conseil d'administration restent en conseil. Donc, choisissez un bon endroit, un bon horaire à la maison pour éviter là, que l'information circule là où elle ne devrait pas. Puis, rappelez également aussi, peut-être au sein du conseil d'administration, il devrait y avoir certaines règles. Qu'est-ce qu'on peut communiquer à l'extérieur? Mais moi, j'aime bien dire qu'à moins que ce n'ait pas été, à moins que ça ait été mentionné explicitement que c'est une information qui peut être partagée, et même si elle peut être partagée, dans bien des cas, c'est la direction générale qui va le faire. Mais si le CA n'a pas convenu de façon claire et explicite que l'information peut être communiquée à l'extérieur, prenez pour acquis que c'est confidentiel. Merci beaucoup, Philippe. Ouais, c'est important de le dire qu'en effet, c'est une responsabilité qui vous suit pendant et après. Il y a le devoir fiduciaire. Donc, c'est toujours important de se rappeler qu'on agit dans le meilleur intérêt de l'organisation et qu'on n'est pas là pour servir ses propres intérêts. On a le devoir d'honnêteté et d'intégrité. Donc, on se doit de respecter la confiance accordée par l'organisation. On doit assurer une saine gestion des actifs, donc des budgets. On doit aussi, dans le but justement de réaliser les objectifs de l'organisation sans abuser de sa position. Donc, toujours se poser la question, faire cette introspection quand on prend action ou quand on a envie justement d'apporter son éclairage ou son opinion. Ensuite, il y a le devoir de loyauté, donc toujours éviter de se placer dans une situation de conflit d'intérêts. Donc, se poser cette question quand on a l'impression qu'il y a une situation de conflit qui peut s'avérer, ben, on déclare tout de suite ses intérêts avant que ça ne puisse porter préjudice à l'organisation, aux membres du CA ou au personnel de l'organisation. Donc, ça, c'est vraiment important. Agir avec prudence et diligence, toujours dans le cadre de vos fonctions. Et puis, agir de bonne foi. Donc ça, c'est vraiment un élément très important pour justement, s'il y a des litiges ou un litige, ça va aider pour des fins d'indemnisation. Évidemment, être administrateur ou administratrice, c'est pas seulement assister aux réunions, c'est se préparer en amont des rencontres. Donc, il faut procéder à l'analyse rigoureuse des dossiers, ne pas avoir peur de poser des questions, puis les avoir préparées en amont. Demander évidemment régulièrement des rapports à la direction et assurer des suivis avec diligence. Cependant, il faut trouver l'équilibre entre la confiance que le CA doit avoir envers la direction générale pour lui donner la latitude de déployer son plan d'action, mais le CA doit toujours rester vigilant dans sa supervision. Comme il a un rôle de surveillance, il ne doit pas s'ingérer dans la gestion des affaires quotidiennes, le management, etc. Donc, c'est important d'avoir toujours ça en tête quand on apporte son avis ou ses recommandations ou ses suggestions, d'avoir cela en tête. On va aussi avoir un dernier petit sondage pour vous demander, au regard de tout ce qu'on vient de se dire, des responsabilités qui incombent aux membres du CA. Selon vous, quelles seraient les bonnes qualités, enfin les qualités d'une bonne administratrice ou d'un bon administrateur? Vous pourriez me mettre les réponses dans le chat, s'il vous plaît, si vous avez envie de participer à l'exercice. Idéalement, en un seul mot, qu'est-ce qu'on devrait retrouver chez un membre de conseil d'administration? Donc, on ne voit pas, vous ne pouvez pas voir vos réponses, mais on va les faire pour vous. Sonia, si tu veux bien, moi, je vais vous Ok, en donner super. quelques-unes. Donc, l'engagement, l'intégrité qui ressort plusieurs fois, au moins 3 fois, 4 fois. La probité, la bienveillance, la motivation qui doit être au rendez-vous, la curiosité, l'assiduité et l'engagement, la bonne foi, la confidentialité, l'intégrité, être dynamique,
la motivation pour la mission, être force de proposition, l'engagement, l'intégrité, la vigilance, le sens de l'organisation, la bienveillance, l'humilité, la rigueur, l'ouverture d'esprit, le sens de l'éthique. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont partagés. Ce serait intéressant de savoir aussi, on sait qu'il y a probablement des gens ici qui sont des représentants de la permanence. Donc, parfois, la vision des compétences ou du profil d'administrateur qu'on recherche quand on travaille pour un organisme, ça peut être un peu différent parce que on regarde aussi la perspective, quel type d'appui on espère recevoir de son conseil d'administration, alors que lorsqu'on est dans un CA, peut-être qu'on voit un peu ses responsabilités de façon dirigeante, mais ce qu'on a élaboré, ce qu'on vient de discuter là demeure des éléments fondamentaux, là, je crois, pour disons, pour les qualités d'un bon administrateur. Puis on voit qu'on est beaucoup dans le savoir-être plus que dans les compétences à ce stade-ci. Donc, on réalise à quel point c'est important d'avoir des gens qui sont engagés, des gens qui se consacrent à la mission. Bien sûr, la compétence est importante, mais on peut voir que ça ne suffit pas. Merci beaucoup Philippe et merci à tous et à toutes d'avoir participé. En effet, moi je suis plutôt enthousiaste de voir tout ça parce que je pense que vous avez en effet compris qu'il faut avoir le savoir-être et pas que le savoir-faire pour pouvoir justement honorer ses responsabilités d'administrateur ou d'administratrice. Donc tout ce que vous avez dit, c'est en effet des qualités très très importantes. Nous, on les a plutôt ramassés sous différents piliers. Donc, c'est sûr que on parle beaucoup de courage managérial. Le courage managérial, c'est une personne qui dit ce qui doit être dit, mais qui sait le dire au bon moment, à la bonne personne et surtout de la bonne manière. Donc, ça demande beaucoup comme on a pu le voir, en effet, d'éthique, de diplomatie, de souplesse, d'écoute, parce qu'il faut être capable évidemment d'analyser, les situations, de faire le diagnostic avant, de commencer à réagir. Vous avez aussi beaucoup parlé d'engagement dans le chat. Donc oui, l'engagement, comme vous dites, il faut porter haut et fort la mission, parce qu'on est là pour défendre les intérêts de l'organisation, et faire en sorte que la cause, elle continue à vivre de façon pérenne. Il faut aussi être rigoureux. Donc, c'est sûr que la rigueur, elle est importante parce que la rigueur, elle vous suit dans votre préparation de rencontres ou dans votre... par exemple, quand vous allez vous impliquer sur un comité ou quand vous allez devoir livrer des choses, mais cependant, elle doit être aussi là dans vos prises de parole. C'est vraiment une constante à avoir. Donc c'est ça. C'est important. Sinon, je dirais aussi, il y a un point que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, un conseil d'administration, c'est aussi une instance démocratique. Puis une organisation, si on veut qu'elle soit viable dans le temps, pérenne, c'est important justement que la démocratie puisse se faire. Et pour ça, justement, il faut que les connaissances et les compétences de chacun soient partagées avec tous, en fait. Ça ne peut pas reposer sur une seule et même personne, parce que sinon, cette personne, du moment où elle va partir, ben, ça va mettre en danger, en effet, toute l'organisation. Donc, toujours avoir ça aussi en tête quand on est aussi sur un conseil d'administration. On est aussi dans une instance démocratique. Ensuite, on arrive à la fin de ce webinaire. On a ramassé vraiment dans ce moment-là, vraiment les questions que vous devez vous poser avant de vous engager dans l'aventure de la gouvernance. Vraiment, faites votre vérification diligente. Donc, je sais qu'il y en a certains qui le faisaient déjà. Ça prend un peu de temps, mais c'est vraiment un gain de temps pour la suite parce que ça va aussi peut-être vous valider votre intérêt ou le contraire, invalider votre intérêt et ne pas vous faire perdre de temps à faire un CV, une lettre de motivation et à passer des entrevues. Cependant, moi, je vous inviterais vraiment à discuter, à rentrer en contact avec les organisations pour leur poser des questions, vous faire une meilleure idée et d'avoir une démarche proactive et de ne pas forcément être en attente d'avoir un appel à candidature pour poser votre candidature.
parce que c'est aussi comme ça que vous allez avoir des opportunités de pouvoir peut-être intégrer un CA qui vous tient vraiment à cœur avant même qu'il y ait des besoins de recrutement. Parce que si vous ont identifié comme candidat ou candidate potentiel, le jour où il va y avoir une vacance, une personne qui va quitter ou ne pas renouveler son mandat, vous serez la première personne qu'ils pourront considérer. Donc voilà, sinon, ce qu'on voulait, je vois qu'il y a énormément de moi, j'ai pas eu le temps de prendre connaissance, donc je vais me fier à mon fidèle collègue Philippe qui va pouvoir m'aiguiller. Donc on va essayer en effet d'adresser, quelques questions. On a encore, un peu de temps ensemble. Donc Philippe, je vais te laisser, Oui, faire le tri. Un peu plus tôt dans le webinaire, on mentionnait que certains employeurs pouvaient être réticents à ce que leurs employés siègent dans un conseil d'administration. On nous demandait les raisons qui peuvent expliquer cette hésitation-là. Une hésitation qu'on peut retrouver également lorsque vient le temps de s'adresser à des médias pour parler de certains enjeux, étant donné que l'entreprise peut y voir certains risques. Dans certains cas, ça peut toucher les questions de conflit d'intérêts. Si le CA de l'organisation, si l'organisation pour laquelle vous intégrez le CA est un client ou une cliente potentielle de votre organisation, ça peut amener une hésitation de la part de l'organisation. Également, il peut arriver que l'organisation où vous êtes administrateur ou administratrice ait des positions qui vont peut-être à l'encontre ou qui peuvent écorcher votre employeur ou certains grands partenaires. Donc, il y a des gens, par exemple, qui seraient mal avisés de rejoindre une organisation qui dénonce activement certaines politiques du gouvernement du Québec si vous êtes principalement financé vous-même par le gouvernement du Québec, tout ça. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer le tout. On a également une question qui nous a été posée, je crois, par Ruben au sujet des assurances. Donc, à savoir si on peut exiger d'avoir une couverture d'assurance et qui devrait à ce moment-là, parfois, qui devrait la payer. L'assurance au sein des OBNL, on la retrouve généralement chez les organisations qui ont un petit budget ou un minimum de ressources parce qu'au tout début, c'est difficile quand on part avec des coffres vides de souscrire à une assurance, mais assez rapidement, ça devient important. Si vous êtes bénévole au sein d'un conseil d'administration, la dernière chose que vous souhaitez faire, c'est d'avoir à utiliser votre argent pour vous défendre. C'est très rare que des administrateurs et administratrices d'OBNL sont reconnus coupables, étant donné qu'on sait que c'est un travail qui est fait bénévolement et on doit quand même démontrer qu'on a agi de bonne foi, mais se défendre puis payer des avocats, ça coûte cher. Donc, avoir une assurance, ce n'est pas un luxe. Il y a des gens qui disent, moi, j'aime mieux avoir une assurance qu'avoir un lunch pendant mes rencontres de CA. Donc, discutez-en en conseil, puis assurez-vous d'avoir une copie de l'assurance, puis assurez-vous que ce soit renouvelé chaque année. Et également, c'est bon de négocier la police d'assurance avec votre assurance responsabilité civile au sein de l'organisation parce qu'il peut y avoir un rabais en ayant les deux ensemble. Camille demandait qui doit répondre aux questions des candidats. Est-ce que c'est le DG ou ça devrait être directement des membres du conseil? Je ne sais pas, Sonia, si tu as eu une opinion là-dessus. Oui, mais c'est vrai que souvent, les candidats peuvent rentrer en relation avec la directrice ou le directeur général. Mais il faut savoir que dans les responsabilités du conseil d'administration, c'est aussi le recrutement. Le conseil d'administration et les administrateurs et les administratrices, ils sont censés justement gérer cette gouvernance-là de recrutement, s'assurer que s'il y a des personnes qui vont quitter à la fin de leur mandat, ben, on va pérenniser et anticiper les besoins, justement. Donc, sauf que souvent, ce qu'on voit dans les faits et dans la réalité, c'est qu'en effet, la direction générale va prendre le lead parce qu'il peut y avoir des CA qui sont un peu moins, comment dire, qui sont moins hands-on sur le recrutement et donc du coup, qui vont faire le travail. Cependant, ça va emmener des biais parce que c'est sûr que la direction générale, elle va aller chercher des personnes qui, évidemment, portent sa mission, etc., mais qui vont être déjà dans son réseau très proche et ça ne va pas permettre une concurrence saine. Donc, Philippe, je te laisserai compléter peut-être là-dessus. Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr que la direction générale est souvent impliquée, mais
le CA est quand même le patron de la direction, donc que quelqu'un choisisse son patron de par la nature des choses, c'est un peu atypique. Joue un rôle assurément, mais ultimement, il faut que le CA se responsabilise. Puis, il faut reconnaître que dans beaucoup d'organisations, il y a des gens qui attendent que ça se fasse un peu tout seul, puis ça fait en sorte qu'on se retrouve en assemblée générale et des fois, on a à tordre des bras là, pour trouver des candidats au conseil. Donc, pour que ce soit un processus bien élaboré, fructueux, ben, il faut faire ça d'avance, puis il faut que plusieurs personnes participent au processus. Oui, la direction générale, mais le CA, c'est son ultime responsabilité. On avait une question également sur l'ordre des administrateurs agréés. Donc, on demandait est-ce que c'est nécessaire, pertinent d'être au sein de l'ordre et est-ce que ça donne une certaine avance pour intégrer des postes au sein du CA? Lorsqu'on parle des administrateurs, on parle de l'administration de façon générale. Donc, on n'est pas spécifiquement au niveau des administrateurs de société. Donc, c'est bien de rejoindre l'ordre. Vous passez un examen et vous pouvez être membre de l'ordre. Ce n'est pas une formation universitaire nécessairement qui se donne, mais je vous dirais que c'est un plus, mais ça n'augmente pas nécessairement vos chances de rejoindre un conseil d'administration. Par contre, il y a des formations qui se donnent en gouvernance de société, notamment pour le titre d'être administrateur de société certifié. Donc là, c'est des formations aussi qui vont bien vous outiller, mais il y a très peu de conseils d'administration qui vont l'exiger en partant. Puis là, je vois dans le chat, il y a des gens qui disent oui, c'est conseillé, c'est recommandé. Je pense que c'est un plus, c'est bon à avoir, mais pour être dans un conseil d'administration, ça n'est pas une exigence. Il y a Élodie aussi qui demandait comment évaluer le sens démocratique d'un organisme en regardant son processus de recrutement. Donc, je ne sais pas, Sonia, si tu as un avis là-dessus, puis je pourrais compléter, mais est-ce que la façon dont se déroule le processus de recrutement peut être un indice du type d'organisation avec laquelle on s'apprête à créer des liens? Est-ce que ça peut être révélateur d'une certaine façon de fonctionner? Alors, si c'est juste le processus de... Ah, oula, je m'entends en écho bizarre. Est-ce que c'est pareil pour vous? Non, c'est correct, le son est bon. Ah, d'accord. Bon, tant mieux. Donc, si c'est juste sur le processus de recrutement, je dirais pas forcément. Puis, en fait, tout dépend comment est publicisé l'appel à candidature aussi. Moi, je dirais, tu sais, ça donne un indice quand il y a vraiment un appel à candidature transparent, qu'on a toutes les informations, qu'on sait exactement comment ça va se passer. C'est qui te disent, par exemple, voilà, première étape, vous envoyez votre CV, vous pouvez poser vos questions. Deuxième étape, le comité de gouvernance ou le comité de sélection vous convoquera pour un entretien. Ensuite, il y a une élection, donc vous devez devenir membre. Donc là, on a vraiment toutes les informations et je trouve que le processus est démocratique. Mais le fait, par exemple, de devenir membre d'une organisation pour pouvoir se présenter, c'est pas antidémocratique, c'est que c'est dans ses règlements. Ça fait partie vraiment de son fonctionnement. Donc, par exemple, voilà, pour pouvoir se présenter en tant que membre du CA, il faut avoir son membership avant de pouvoir passer en élection. Donc, je dirais pas forcément. Moi, par contre, cependant, on a fait un webinaire hier avec les organisations pour parler de comment avoir des appels à candidature qui soient le plus inclusifs possible. C'est justement de pouvoir permettre aux candidats et aux candidates de prendre une décision éclairée. Et pour pouvoir prendre une décision éclairée, c'est vraiment d'avoir toutes les infos. C'est-à-dire, combien de personnes sont sur le CA, d'avoir le lien et d'avoir la composition du CA, de pouvoir que vous puissiez tout de suite analyser est-ce que c'est un CA diversifié en termes d'âge, en termes de genre, est-ce qu'il y a des femmes sur ce CA, est-ce que les personnes issues de la diversité sont inclus dans la manière dans laquelle c'est rédigé? Est-ce qu'il y a des engagements qui sont pris relatifs à l'équité, la diversité et l'inclusion? Donc tout ça, moi, j'encourage beaucoup les organisations à être le plus transparent possible pour justement donner envie, puis montrer que ils sont inclusifs et n'importe qui a envie et qui porte la mission pourrait tenter sa chance et poser sa candidature.
Philippe, je te laisserai peut-être compléter sur ce Oui, c'est point. ça. Puis j'en profite pour dire, on aurait peut-être le temps pour une ou deux OK. questions additionnelles. Donc, s'il y en a qui veulent profiter du fil de questions pour ajouter une ou deux questions, sentez-vous bien libre. Également, peut-être de rappeler, il y a des gens qui aiment les structures très, très horizontales. Puis après, ça dépend de la définition qu'on donne à la démocratie. Si pour vous, la démocratie, c'est d'avoir, disons, une coordination changeante ou une co-coordination, tout ça, bien, c'est peut-être de voir aussi aller dans un conseil d'administration qui colle bien avec votre vision des choses, parce qu'il y a des organisations qui sont quand même assez hiérarchiques, mais quand même démocratiques. Mais au départ, peut-être, c'est dans votre vérification diligente de voir comment les décisions sont prises. Est-ce que c'est une structure un peu plus traditionnelle? Puis d'habitude, plus la structure, elle est grosse ou plus elle est ancienne, bien, plus il va y avoir quand même un certain organigramme qui va diriger les choses. Chose certaine, au conseil d'administration, que vous soyez président, trésorière ou membre sans être dirigeante, vous avez la même voix, vous avez le même poids. Après, c'est sûr qu'on écoute les gens différemment, des fois selon leur expérience, leur réputation, mais en bout de ligne, quand même, il n'y a pas un membre de CA qui peut parler au nom de tout le monde sans avoir consulté les gens. Puis ça, c'est un élément quand même important lorsqu'on parle des questions légales, là. Si vous ne voulez pas vous mettre dans le trouble comme membre de CA, bien, une des règles de base, c'est toujours quand vous parlez, si vous parlez au nom du CA, bien, c'est d'avoir le mandat pour le faire. Parce que dans bien des cas, les difficultés surviennent à partir du moment où on prend les devants, on négocie quelque chose pour l'organisation et sans avoir pris le temps de consulter tout le monde et d'avoir le mandat pour le faire. Je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main, mais si vous pouvez inscrire vos questions dans le fil de questions, ça va aider. On demande si on a accès aux documents de la présentation aujourd'hui. Comme on l'a dit plus tôt, on va vous envoyer une fiche sur la vérification diligente et l'enregistrement du webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube de Concertation Montréal, mais le PowerPoint intégral ne sera pas partagé. Donc, aussi, peut-être rappeler, on a parlé de conflit d'intérêt, tout ça, même s'il n'y a pas d'argent en jeu, il peut quand même y avoir une question de conflit d'intérêt de par le type d'information que vous allez partager, tout ça. Donc, parlez-en autour de la table au conseil d'administration. Le mieux, c'est toujours quand les points sont discutés, quand ils sont abordés. Puis quand il y a des zones d'ombre, ben, c'est de les éclaircir parce que quand vous trouvez votre propre interprétation, votre propre réponse, c'est peut-être pas la meilleure ou la plus indiquée. Donc, on a également Camille qui vient de nous demander est-ce qu'on a une grille pour faire la sélection des candidatures? Donc, ça nous ramène à un outil dont on a parlé hier. Sonia, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu là-dessus? Oui, alors en fait, les organisations, en tout cas, nous on conseille beaucoup les CA de l'utiliser. C'est un outil qui s'appelle la matrice de compétences que déjà pas mal de CA utilisent, mais pas tous. En fait, c'est une matrice qui va permettre de faire l'état des lieux déjà des expertises qui sont en place actuellement sur le CA, donc en matière d'expérience, d'expertise. Donc, est-ce qu'on a un expert RH ou une experte comptabilité, finance, juridique, etc. Mais aussi d'avoir une vue sur est-ce que cette personne-là, dans quelle tranche d'âge elle se situe, à quel genre elle appartient, est-ce qu'elle fait partie de la diversité, est-ce elle est issue de la diversité, aussi, ça peut être vraiment granulaire. Il y a des matrices de compétences bêta, puis il y en a des plus en fonction évidemment de niveau de maturité aussi en gouvernance du conseil d'administration. Mais en tout cas, c'est un outil qui va permettre d'identifier les niches et les gaps à combler par rapport aux candidats, au profil qu'on devrait rechercher en priorité pour compléter le CA et avoir un CA le plus diversifié possible en termes d'expertise, mais aussi de points de vue, d'opinion, de regard et aussi représentatif des publics que les organisations desservent. Donc ça, c'est important. Philippe Oui, bien, dernière question, je vais la traiter très rapidement, puis je vais te donner le mot de la fin ensuite, Sonia. Axel qui demande donc on n'a pas besoin d'une formation spéciale pour être membre d'un CA. C'est pas indispensable, mais c'est fortement recommandé. Et puis, je pense que notamment sur les questions financières, sur vos rôles et responsabilités,
Dans les faits, il y a beaucoup de gens qui apprennent sur le tas, mais je pense que les CA fonctionneraient mieux, les gens assumeraient mieux leurs responsabilités, prendraient de meilleures décisions si ils et elles étaient mieux formés. Donc, il y a plusieurs partenaires qui donnent de la formation, comme le Collège d'administrateurs de société, les jeunes chambres de commerce le font également. Nous, on fait de la formation continue de façon régulière par webinaire. Et je vous invite en terminant aussi à aller voir sur le site de CPA Canada, il y a une section d'outils sur la gouvernance, la série 20 questions. Donc, 20 questions que les administrateurs devraient se poser sur une foule de sujets et ça vaut vraiment la peine. Puis quand vous êtes dans un CA, faites la recommandation si vous avez un petit budget ou choisissez vous-même de budgéter une formation qui va être accessible à l'ensemble des membres du CA pour faire une mise à niveau et rappeler quels sont vos rôles et responsabilités. Donc, Sonia, si tu veux prendre le mot de la fin avant qu'on termine. Merci beaucoup, Philippe. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous pendant cette heure. J'espère que ça vous a outillé ou ça vous a conforté dans la direction déjà que vous aviez initiée. Comme disait Philippe, on va vous envoyer cet après-midi un sondage de satisfaction pour justement nous aider à bonifier notre offre de service. Vous allez avoir la fiche éducative, vérification diligente. Sachez qu'elle est vraiment très complète et qu'elle reprend beaucoup d'éléments que j'ai abordés aujourd'hui. Ça va être votre petite Bible pour pouvoir aller de l'avant. Et on va aussi vous envoyer des liens vers des ressources utiles. Donc, je me note de rajouter justement la ressource CPA Québec dans le courriel qu'on va vous envoyer. Et avec ça, vous avez votre petit cartable. Et puis, moi, j'espère surtout pouvoir voir certains et certaines d'entre vous à l'événement Trouve ton CA, en tout cas dans la liste des participants et participantes. Donc, c'est le 18 et 19 mai prochain. Puis, c'est vraiment une occasion de réseauter, de rencontrer des organismes qui ont des sièges à pourvoir sur leur conseil d'administration. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Puis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter par courriel si vous avez d'autres questions ou préoccupations. Au revoir. Merci, au revoir.